Dans l'actualité ce soir, 3 200 000 € en guise de prime de départ. Le parachute doré du patron de Valeo provoque un nouveau tollé sur la rémunération des dirigeants. Le gouvernement et le MEDEF lui demandent d'y renoncer. Le sujet a été abordé par Nicolas Sarkozy dans son grand discours de politique générale en Picardie. Il souhaite éviter une loi. Il annonce par ailleurs de nouvelles mesures pour les jeunes et les transports publics en Île-de-France. Une nouvelle journée de manifestation dans le monde de l'université, la 8e en 8 semaines. La mobilisation marque le pas. Des incidents ont opposé grévistes et non-grévistes à Strasbourg notamment. Le sauf-qui-peut immobilier aux États-Unis face à l'effondrement du marché et aux expulsions, des maisons sont vendues à la loterie ou aux enchères. Nous irons à Washington. Faut-il en finir avec la République des premiers de la classe? Le gouvernement s'apprête à supprimer le classement de sortie de l'ENA. Trop scolaire, trop réducteur, dit-on. Reportage dans un instant. Enfin, nous irons au pôle Nord. La fonte des glaces provoque une course effrénée des grandes puissances pour les richesses du sous-sol. Ce sera le dossier de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Après les stocks options de la Société Générale, voici donc le parachute doré du patron de Valeo. L'entreprise est en difficulté, elle perd de l'argent, supprime des emplois, bénéficie d'une aide publique. Et dans ce contexte, on apprend que l'ex-PDG a obtenu une indemnité de départ de plus de 3 millions d'euros. Une pratique courante en temps ordinaire, mais la période, chacun l'aura compris, n'est pas ordinaire. La nouvelle a déclenché un tollé. Fabien Chadeau, Philippe Jasselin. L'homme par qui le scandale est arrivé, c'est lui, Thierry Morin, PDG de Valeo depuis 8 ans. Il vient d'être débarqué et devrait empocher un chèque de 3 200 000 €, l'équivalent de 2 années de salaire. Ce matin, sur l'un des sites de Valeo, c'est l'indignation. C'est totalement scandaleux. À côté, il y a des gens qui vont perdre leur travail, qui vont être licenciés, et lui, il part avec une certaine somme très importante. J'ai calculé que ça représentait un mois de salaire pour les 1600 personnes qui allaient être licenciées. Pour les syndicats, cet argent aurait pu être utilisé autrement. On pense que ces 3 millions et quelques pourraient servir à financer les gens qui sont au chômage partiel dans les usines, car eux, ils souffrent. Valeo, comme toutes les entreprises du secteur automobile, est en difficulté. L'année dernière, les résultats sont devenus déficitaires, avec plus de 200 millions d'euros de pertes. Conséquence, un plan social a été lancé avec à la clé la suppression de 1600 postes. Et surtout, pour épauler l'équipementier, l'État est rentré dans le capital à hauteur de 8%. Le MEDEF exige du PDG qu'il renonce à ses indemnités. Le mouvement des entreprises de France ne se reconnaît pas dans le comportement d'un dirigeant qui piétine ainsi l'intérêt général de son entreprise. Le salaire de Thierry Morin avait déjà choqué les petits actionnaires. En début d'année, ils avaient calculé qu'il dépassait largement la moyenne des patrons du CAC 40. 62% de plus, avec près d'1,5 million d'euros par an. Thierry Morin venait tout juste d'accepter de baisser sa rémunération. Alors question pour en savoir plus, ce débat récurrent sur l'argent des patrons est-il spécifiquement français? Bonsoir François Baudonnet, vous êtes notre correspondant à Bruxelles chez nos voisins européens. Cette interrogation sur les rémunérations est-elle également brûlante en ce moment? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les patrons français, les grands patrons français, sont en quelque sorte les champions d'Europe des salaires, puisque sur les 20 chefs d'entreprise les mieux payés en Europe, eh bien 10 sont français. Alors oui, partout en Europe, dans les grands pays, eh bien des scandales ont éclaté comme celui de Valeo, et à chaque fois, le dirigeant indélicat, peut-on dire, eh bien, a dû renoncer sous la pression politique à ses primes faramineuses. Mais à chaque fois, c'est du cas par cas. En fait, le seul pays qui est pris de vraies mesures, eh bien, ce sont les Pays-Bas. Là-bas, les parachutes dorés sont taxés de manière assez drastique et le salaire du patron d'une entreprise publique, David, ne doit pas dépasser celui du Premier ministre qui est quand même de 170 000 €. Alors il y a eu des mesures qui ont été prises également en Allemagne, des mesures qui ont été prises également en Angleterre, mais tout ça est relativement timide, pas très convaincant. Il y a un an, Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurogroupe, avait eu des mots très durs, il avait parlé de scandale, il avait parlé de fléau social, mais ça c'était il y a un an. Et depuis, l'Europe, eh bien, elle n'a rien fait. François Baudonnet à Bruxelles, merci François. Et c'est dans ce contexte que Nicolas Sarkozy s'exprimait ce soir en Picardie, à Saint-Quentin, sur la crise. Discours de référence, annonçaient ses conseillers. Le chef de l'État maintient le cap, mais il n'exclut pas d'autres mesures si la situation devait se dégrader. Alexandre Carra, Vincent Barral. Saint-Quentin dans le Nord, sous haute surveillance.
Des centaines de policiers et de gendarmes quadrillent la ville. Objectif, éviter tout débordement pour la visite du chef de l'État. Et ils sont à peine plus d'une centaine à avoir bravé ce dispositif. Assez loin de la salle des fêtes pour que leurs slogans ne parviennent pas aux oreilles présidentielles. En revanche, les 3000 sympathisants UMP, eux, applaudissent à tout rompre. Au premier rang, le gouvernement, au premier chef des préoccupations de Nicolas Sarkozy, l'entreprise Liez. J'ai demandé que le Fonds stratégique d'investissement soit prêt d'ailleurs à investir 10 millions d'euros dans Liez pour peu qu'il y ait un projet industriel, car je n'utiliserai pas l'argent du contribuable s'il n'y a pas un projet industriel, pour peu qu'on trouve des partenaires et pour peu que le propriétaire soit prêt à mettre de l'argent de sa poche. C'est quand même la moindre des choses. Nicolas Sarkozy égrène l'ensemble des mesures engagées, en quelque sorte une explication de texte de l'action gouvernementale. Il annonce un plan pour les jeunes, des commissaires du gouvernement chargés de la réindustrialisation. Il dénonce aussi les parachutes dorés comme celui du patron de Valeo. Et je le dis comme je le pense, percevoir une grosse rémunération en cas d'échec, ce n'est pas responsable et ce n'est pas honnête. Distribuer des bonus dans une entreprise qui met en œuvre un plan social ou qui reçoit des aides de l'État, ce n'est pas responsable et ce n'est pas honnête. Qu'un dirigeant qui a mis son entreprise en difficulté puisse partir avec un parachute doré en récompense des difficultés qu'il a créées, ce n'est pas responsable et ce n'est pas honnête. Si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord à l'automne, alors le gouvernement proposera de légiférer. Mais surtout, le président affiche sa détermination. Mais mon devoir, c'est d'être dans le bon tempo. Pas dans le tempo du dernier sondage, pas dans le tempo de la dernière manifestation, pas dans le tempo de la dernière agitation, pas dans le tempo du dernier commentaire. Dans le tempo de l'intérêt général français. Nicolas Sarkozy annonce enfin qu'il rencontrera les partenaires sociaux avant l'été pour évaluer avec eux les mesures du plan de relance. Alors dans son discours, le chef de l'État, vous l'avez entendu, a cité plusieurs dossiers industriels particulièrement sensibles, comme celui de l'équipementier automobile Liez. L'État se dit prêt à investir 10 millions d'euros. Il y a 1 millier d'emplois menacés. Nous avons voulu savoir comment les salariés ont reçu ce discours du président de la République. Sur place, François Privat, Fabien Tormos. À Cerizay, dans le seul bar ouvert, 4 salariés de Liez, plutôt désabusés, écoutent le discours de Nicolas Sarkozy qui évoque rapidement leur entreprise. Le style moi je, ça me plaît pas trop quand même. Parce qu'une entreprise, ça fonctionne avec des gens qui font des investissements et des gens qui achètent et des gens qui produisent. Donc il n'est pas tout seul à faire tourner l'économie quand même. Il parle de responsabilité morale. Ben, merci Monsieur le Président d'assumer vos responsabilités morales de Président de la République. Et de penser un petit peu aux petits salariés que nous sommes, quoi. Maintenant, devoir d'agir, on attend les actes. Il faut bouger, alors. Mais enfin, il faudra qu'ils bougent pour Liez. On est innovant, alors il faudra déjà qu'on se lance carrément, il faut nous faire confiance, quoi. Demain, Luc Châtel se rendra dans les Deux-Sèvres pour détailler les conditions d'attribution par l'État des 10 millions d'euros nécessaires à la survie de Liez. Autre titre de l'actualité, cette nouvelle agression dans la région Nord-Pas-de-Calais d'un couple de personnes âgées. Impossible d'établir un lien pour l'instant, mais il s'agit de la 3e affaire de ce type en quelques jours. Ce qui retient l'attention, c'est que leur maison a ensuite été embrasée par un incendie. Sur place, Marianne Masse, Patrick Wurstorm. Choqué, mais indemne. Cet ancien entrepreneur de 75 ans regardait la télévision hier soir avec sa femme quand vers 21h15, 4 hommes cagoulés ont fait irruption dans leur maison, les menaçant avec une arme. Après, ils nous ont emmenés dans la chambre d'amis, etc. Ils disent surtout ne bougez pas de là, etc. Alors, ils ont été fouillés tout partout, ils ont tout regardé. Tout... Ils vous ont demandé quelque chose? Ah, ils cherchaient un coffre. Un coffre. Alors, ben, je dis, j'ai pas de coffre, j'en ai pas ici, quoi. Pendant plus d'une heure, les malfaiteurs vont chercher bijoux, argent, voitures. C'est finalement l'incendie de la maison qui les mettra en fuite. Un incendie dont l'origine n'a pas encore été déterminée. Je ne sais pas s'ils n'ont pas mis une mèche, vous savez, pour faire sauter les portes, les vitres, et que cette mèche-là, elle était en continuation, vous savez... Elle a créé un incendie. Voilà. Âgée de 73 ans, la propriétaire, elle a été légèrement intoxiquée par la fumée, choquée. Elle a eu du mal à revenir sur les lieux ce matin.
Dans la ville, c'est la première agression de cette nature. Et là, aujourd'hui, c'est quand même une intrusion violente à domicile. On n'a jamais eu ça avec une telle ampleur sur le territoire. En 10 jours, c'est la 3e agression de ce type dans le Nord-Pas-de-Calais, avec à chaque fois des couples de personnes âgées agressées à domicile. Pour le moment, la police se refuse à tout commentaire sur des liens éventuels entre ces affaires. En bref, un adolescent de 16 ans a été grièvement blessé à coups de couteau après une altercation à la sortie de son collège à Chilly-Mazarin, près de Paris. Il est maintenant hors de danger. Il a été agressé par 3 personnes, cagoulées, munies également d'un flashball. Il s'agirait, selon le procureur, d'un nouveau règlement de compte entre bandes. Image signée Pascal Caron. C'est dans ce climat que le ministère de l'Intérieur et plusieurs municipalités publient une étude sur la surveillance vidéo. On s'est souvent posé la question. Eh bien, d'après cette étude, les caméras permettraient effectivement de faire baisser la délinquance de rue, illusion ou pas. Enquête Lionel Feuerstein, Mathias Barrois. C'est la tour de contrôle d'Orléans. 25 écrans, 80 caméras. Un système de vidéosurveillance, dernier cri, qui permet de quadriller la cité de Jeanne d'Arc dans ses moindres détails. Compte tenu de la superficie de la ville, compte tenu aussi de son infrastructure, il serait compliqué d'avoir un policier dans chaque rue. Là par contre, nous en avons un. Ces policiers l'affirment, rien n'échappe à l'œil de leur caméra qui fonctionne 24 heures sur 24. La preuve avec ces 2 vidéos récentes. La première est celle d'un exhibitionniste qui a été repéré sur un écran. Une patrouille est appelée. En 2 minutes, les agents municipaux se rendent sur place. La deuxième est celle d'une rixe entre 2 bandes. La caméra enregistre tout. Les plaques d'immatriculation sont rapidement identifiées. Depuis leur installation à Orléans en 2001, les caméras auraient contribué à faire baisser la délinquance de 58%. Pour le maire, l'investissement est aujourd'hui rentable. Nous avons dépensé pour cette partie vidéoprotection moins de 2 millions d'euros. En retour, nous économisons des coûts de fonctionnement et puis bien sûr des dégradations qui sont évitées, notamment sur nos bâtiments publics. Selon le ministère de l'Intérieur, toutes les villes équipées de caméras, près de 300, ont enregistré depuis une baisse de leur délinquance. Arrivent en tête Orléans, Épinay, Cannes et Strasbourg. Ces résultats spectaculaires ne sont pas forcément dus uniquement à la présence de ces caméras. Mais dans les rues des villes concernées, les riverains s'estiment en tout cas plus rassurés. Quand on se fait agresser, au moins on a une preuve derrière. Par exemple, je travaille juste à côté là au restaurant et ça vide les débordements. Le ministère de l'Intérieur souhaite d'ici à 2 ans tripler le nombre de caméras en France. Le nombre de policiers dans les rues, quant à lui, ne devrait pas augmenter. En bref, une cérémonie émouvante, mais plutôt sereine pour commémorer le 10e anniversaire de l'incendie du tunnel du Mont-Blanc qui avait fait 39 morts il y a 10 ans, on l'évoquait hier. Pour les familles des victimes, la justice est passée et cela a permis un certain apaisement. Elles demandent aussi que soient accélérés les travaux dans les autres tunnels considérés comme dangereux. Et puis une confirmation, 13 ans après le dernier essai nucléaire, le gouvernement confirme le principe d'une indemnisation des victimes de radiation. 18 maladies sont concernées. Les dossiers seront examinés au cas par cas et une somme de 10 millions d'euros par an environ sera débloquée. À l'étranger, d'abord ces images saisissantes qui illustrent la crise immobilière qui se poursuit aux États-Unis face à l'effondrement des marchés. C'est la grande braderie, on connaissait les ventes aux enchères. Eh bien voici que certains, pour échapper aux saisies ou à la ruine, c'est souvent la même chose, organisent des loteries pour céder leurs biens. À Washington, Alain Chalvron, Aaron Diamond. Le meilleur moyen d'éviter de se faire saisir sa maison, c'est de vendre à temps. Le problème, c'est qu'il y a tellement de maisons sur le marché qu'elles sont souvent invendables, faute d'acheteurs en nombre suffisant, d'où l'idée d'une loterie un peu particulière. Je ne voulais pas être juste un numéro de plus dans la liste des saisies. Je me suis dit qu'il fallait donc que j'ai une idée originale pour ne pas trop perdre. En achetant $100 un billet de loterie, quelqu'un peut gagner ma maison. Heather a donc ouvert un site internet. Elle y montre sa maison et fait cette proposition. Les clés de ma maison bientôt entre vos mains. 4500 tickets à $100. Le vainqueur étant tiré à la loterie. Marché gagnant-gagnant. Heather a obtenu un prix correct, $450 000, et fait une heureuse. Je suis restée en état de choc pendant plusieurs jours. Je m'attendais à recevoir un mail disant qu'un tel avait gagné. Eh bien, un tel, c'était moi. L'alternative, c'est la vente aux enchères. Les commissaires-priseurs ont intérêt à parler vite et leurs assistants doivent avoir l'œil pour repérer les acheteurs car la salle est pleine. Une vente toutes les 2 minutes. La foire aux bonnes affaires.
Les prix sont presque 2 fois plus bas que ce qu'ils étaient. Donc si vous avez la possibilité d'acheter maintenant, c'est vraiment le moment de le faire. Comme quoi le malheur des uns fait toujours le bonheur de quelqu'un d'autre. En bref, encore à l'étranger, la future coalition se dessine en Israël. Le parti travailliste d'Ehud Barak a approuvé sa participation au gouvernement de Benjamin Netanyahou, déjà allié à l'ultranationaliste Lieberman. En Europe, la crise économique fait tomber les gouvernements. Après la Hongrie, c'est la République tchèque qui est concernée. Le Premier ministre libéral Topolanek a été censuré par l'Assemblée aujourd'hui. Son cabinet est aussi visé par plusieurs affaires. La particularité, c'est bien sûr qu'il est en charge en ce moment de la présidence tournante de l'Union européenne. Il pourrait continuer à expédier des affaires courantes. Et puis, image de Silvio Berlusconi, casquette sur la tête. Il a inauguré aujourd'hui le nouveau train à grande vitesse qui reliera Milan à Rome en 3 heures. On en vient à cette immense partie de poker diplomatique et militaire autour du pôle Nord et du cercle arctique tout entier. Territoire au sous-sol très riche, pétrole, gaz et même diamants et uranium. Jusque-là, l'épaisseur de la glace rendait l'exploitation quasi impossible. Eh bien, tout est en train de changer très vite. La bataille entre les grandes puissances est engagée. C'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos envoyés spéciaux Jérôme Bermin et Yann Moine. Pendant la guerre froide, les grandes oreilles de l'Amérique, c'était eux. Les radars de l'Arctique, prêts à détecter d'éventuels missiles soviétiques. Aujourd'hui, une autre bataille se joue ici. En voici les nouvelles sentinelles. Ce sont des Rangers, des Inuits recrutés par l'armée. Le Canada les envoie patrouiller partout sur ces immenses territoires glacés et s'entraîner à tirer sur des icebergs. Nous sommes les yeux et les oreilles du Canada. Nous surveillons qu'il n'y ait rien de suspect. Des satellites, des sous-marins, des avions, des choses comme ça. En été, quand tout a fondu, c'est en bateau qu'ils patrouillent. Partout où ils passent, les Rangers plantent le drapeau à la feuille d'érable. Assurer une présence permanente du Canada sur ses territoires du Nord a un but, affirmer sa souveraineté partout, et surtout sur ces terres rendues désormais accessibles par la fonte des glaces. Car les sous-sols de l'Arctique sont riches, du pétrole, de l'or, du diamant ou encore de l'uranium. Les grands groupes ont senti la bonne affaire, ils sont tous là. L'été, ils exploitent ou prospectent. Ici à Baker Lake, c'est Areva qui a trouvé de l'uranium. Il y aura un aéroport par là, les ouvriers vont arriver par les airs et l'uranium transformé repartira aussi par ce moyen de transport. Et tout autour du cercle polaire, c'est comme ça. De quoi attiser les convoitises des 4 nations concernées, Canada, États-Unis, Russie et le Groenland, territoire du Danemark. Tout le monde joue des coudes. Il y a 2 ans, les Russes font très fort en déposant carrément leur bannière à 4000 mètres sous l'océan Arctique. Une autre bataille se profile pour le contrôle de ce gigantesque territoire glacé au fond de l'image. C'est une voie maritime, le mythique passage du Nord-Ouest. Aujourd'hui infranchissable 10 mois par an, le réchauffement climatique pourrait le libérer presque toute l'année. En empruntant ce passage, les navires qui font le tour de la planète pourraient gagner plus de 5000 km. Le Canada considère que c'est une mer intérieure. Les États-Unis et l'Europe veulent que ce soit des eaux internationales. Nous atterrissons à Mitimatalik, le village, à l'embouchure du passage. Dans 10, 20 ou 30 ans, les Inuits qui vivent ici auront une autoroute des mers sous les fenêtres de leurs maisons, qui ont parfois des allures de stations lunaires. C'est un danger pour les animaux, mais juste pour les animaux, car pour les Inuits, ce sera une bonne chose. Les gens ici ne réalisent pas les conséquences. Écologiquement, ce sera terrible. Beaucoup pensent à l'argent que ça va amener, mais la plupart des emplois seront réservés aux Blancs. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre qualifiée ici. Dans ce village d'1 millier d'habitants, on vit à une douzaine de personnes par maison. À l'extérieur, moins 30 degrés en moyenne. Taux de chômage, plus de 60%. Pour la mairie, l'ouverture du passage serait une aubaine. L'enjeu n'est pas de savoir si le passage va ouvrir, mais quand il va ouvrir. Il faut trouver l'équilibre entre notre culture et le tourisme et veiller à ne pas devenir un nouvel Hawaï. Un nouvel Hawaï, il y a encore une certaine marge.
Les communautés inuites sont évidemment consultées, mais vu les milliards déjà investis par le gouvernement canadien, le mouvement semble inéluctable. Le Canada va encore renforcer sa présence militaire ici. Plus de Rangers, une nouvelle base encore plus au nord. Et puis il y a aussi l'acquisition du premier brise-glace à propulsion nucléaire canadien, alors que les États-Unis et la Russie en ont déjà plusieurs. La bataille de l'Arctique ne fait que commencer. En bref, des nouvelles des baleines échouées en Australie dont nous vous parlions hier. Les sauveteurs ont lancé l'opération de la dernière chance pour tenter de sauver les 11 cétacés toujours vivants. Ils ont utilisé, vous le voyez, des camions, des grues pour transporter les animaux dans une baie plus abritée et les remettre à l'eau. Une femelle et son petit ont été les premiers à effectuer ce voyage. Il est 20h18, restez avec nous à suivre. Bloqueurs contre non-grévistes, des incidents ont marqué la nouvelle journée d'action dans les universités. Petite révolution pour l'école de l'élite. Le gouvernement doit annoncer demain la suppression du classement de sortie de l'ENA. Et puis mieux comprendre les allergies, on verra qu'elles peuvent se déclarer à tout âge. Personne n'est à l'abri. Mais d'abord, retour en Guadeloupe. Yves Gégaud achevait aujourd'hui sa visite aux Antilles. Mouvementée, même si elle a souvent été chaleureuse. Yves Gégaud, alias Monsieur Plus. Envoyé spéciaux Jeff Wittenberg, Tristan Lebras. Yves Gégaud, vu d'ici, c'est un peu Monsieur Plus. Face aux revendications multiples, il multiplie les bonnes paroles. Nous avons besoin absolument une zone franche globale. La zone franche globale, elle est votée. Vous n'allez plus payer aucune charge sur tous les salaires jusqu'à 1,6 SMIC. Mais le service après-vente du plan gouvernemental ne suffit pas. 3 semaines après la fin du conflit en Guadeloupe, la méfiance est toujours palpable. Il n'en faut pas beaucoup pour chauffer une salle. Nous traitons l'État français de baratineur, de bassineur, de trompeur. Mais il faudrait que l'État nous respecte. En réalité, ce n'est pas à Yves Gégaud lui-même que l'on en veut. Pendant ces 24 heures, il reçoit même un bon accueil. Personne n'a oublié qu'il a très vite défendu, lui, les revendications salariales des Guadeloupéens, avant d'être rappelé à Paris pour un recadrage. Lui non plus, d'ailleurs, ne l'a pas oublié. C'est vrai que cette crise est peut-être apparue comme une crise sociale vue de Paris, comme un incendie. Moi, j'ai vite compris que nous étions sur une éruption volcanique. Le char de l'État fait donc son retour en Guadeloupe. Yves Gégaud aura vu les élus, les acteurs économiques, beaucoup de monde, sauf peut-être le principal, Élie de Mota, le leader syndical devenu l'icône de beaucoup de Guadeloupéens, l'homme qui a obtenu les fameux 200 € pour les bas salaires. Ce sont les Guadeloupéens qui doivent dire ce qu'ils ont envie de faire de leur vie et non pas attendre une fois de plus que des gens en costume cravate viennent dans une salle climatisée pour dire voilà ce qu'on va faire. C'est Nicolas Sarkozy en personne qui lancera ici même aux Antilles le mois prochain les États généraux de l'outre-mer. Il est prévenu, la grève est finie, mais le malaise reste fort. Une nouvelle journée d'action dans les universités, la 8e en 8 semaines. La mobilisation semble se tasser et des incidents ont éclaté dans certains établissements bloqués. C'est le cas à Strasbourg. Antoine Gaveau. À l'extérieur, il y a ceux qui veulent aller en cours et à l'intérieur, il y a ceux qui bloquent. À la fac de Strasbourg, comme dans plusieurs universités, la tension monte entre étudiants. On veut à tout prix éviter toute violence et le problème c'est que c'est pas garanti. Dans différentes régions, 30 universités sur 80 sont toujours perturbées. Et à quelques semaines des partiels, de plus en plus d'étudiants s'inquiètent. Car la grogne universitaire dure depuis maintenant 2 mois. Aujourd'hui, entre 5 et 15 000 professeurs et étudiants ont encore manifesté à Paris. Toujours mécontents malgré plusieurs reculs du gouvernement sur les enseignants-chercheurs et sur la réforme des IUFM. Même s'il y a eu des bougées sur la formation des enseignants, ça n'est pas une réponse suffisante à l'ensemble des revendications. Les manifestants continuent donc à revendiquer la fin des suppressions de postes, l'abrogation de la loi sur l'autonomie des universités et plus de moyens pour l'enseignement supérieur. Dans toute la France, ils étaient entre 10 et 23 000, c'est moins que ces dernières semaines. Et à propos d'enseignement, cette question, faut-il en finir avec la République des bons élèves, des premiers de la classe? Le gouvernement va communiquer demain son projet de réforme de l'ENA, la fameuse école des élites. Principale disposition, le classement de sortie qui réserve les meilleurs postes aux premiers sera supprimé. Trop scolaire, trop réducteur, dit-on. Franck Genozo, José Boulestex. Fils de menuisier et major de l'ENA. C'est l'ascension fulgurante d'Alexandre Lallet. Depuis 3 ans, il travaille sous les ordres de la République, au prestigieux Conseil d'État. Et il se rappelle très bien de sa première visite.
J'ai dit, voilà, vache, c'est beau. C'est beau. Quand je suis allé au premier étage, je me suis dit, mais c'est ça, là, c'est absolument hallucinant. Travailler dans un endroit pareil, jamais j'aurais pu imaginer travailler dans un endroit comme celui-là. Chaque année, le Conseil d'État, c'est l'affectation favorite de ceux qu'on appelle la botte, les 15 meilleurs élèves de l'ENA. Pour Alexandre Lallé, la suppression de ce classement, c'est le risque de voir le retour du bon vieux piston. Le risque, c'est tout simplement que les fils d'ambassadeurs puissent intégrer le Quai d'Orsay très facilement ou que la cousine d'un Conseil d'État puisse plus facilement intégrer le Conseil d'État. Quel est le point commun entre Alain Minc, Laurent Wauquiez, Emmanuel Mignon et François Pérolle? Ce sont tous d'anciens majors de promotion à l'ENA et des proches du président de la République. On le dit pourtant modérément énarcophile. C'est lui qui a voulu cette réforme. Pour former ces hauts fonctionnaires... Depuis la naissance de l'école en 1945, le classement de sortie, c'était un symbole. Celui de la transparence et de la garantie d'une affectation au mérite. Pourtant, au fil des années, son principe fut régulièrement remis en cause. Trop rigide, cette compétition interne déterminait parfois toute une carrière. Alors hier soir, dans l'équipe de foot des anciens élèves de l'ENA, on ne se plaignait pas de cette suppression annoncée. Une bonne partie de la scolarité est justement parasitée d'une certaine manière par le fait que l'ENA, c'est pour l'essentiel une grosse machine à classer. Pour moi, ça va changer le fait que les administrations vont avoir plus de choix pour choisir leur recrutement. Et ça va peut-être aussi changer l'ambiance à l'école puisque les élèves n'auront pas cette pression. Dans sa librairie parisienne, Jean Malochet, lui, ne dit jamais à ses clients qu'il est passé par la prestigieuse école. Est-ce que vous saviez que M. Malochet était un ancien énarque? Pas du tout. Pas du tout. C'est un véritable coming out. J'ai jamais dit chez mes confrères, et très peu le savent. Promotion 1974, aux côtés des anciens ministres, Elisabeth Guigou et Hubert Védrine. Après 30 ans de bons et loyaux services, il a quitté l'administration il y a 6 ans, désabusé. Pour lui, le problème de l'ENA, ce n'est pas son classement, mais plutôt son éloignement du terrain. Le bon énarque, c'est celui qui fait l'hélicoptère, celui qui est capable de s'élever sur un dossier, par rapport à la problématique du terrain, de monter, parce qu'il faut prendre des décisions. S'il reste au niveau du terrain, s'il est comme l'hélicoptère, il décolle jamais, il ne prend jamais les bonnes décisions. Mais il faut que les énarques acceptent de se poser de temps en temps. Pour être plus près des réalités, l'ENA prévoit l'ouverture d'une classe préparatoire réservée aux élèves issus des milieux défavorisés. C'est l'autre mesure phare de cette réforme, la 24e en 63 ans d'existence. La santé avec la journée nationale de l'allergie cette saison. Il faut savoir que la proportion des allergiques en France a doublé en 20 ans. Ce qu'on ignore souvent, c'est que le rhume des foins, par exemple, peut se déclarer à tout âge. Même à 40, 50 ou 60 ans, personne n'est à l'abri. José Blanc-Lapierre, Hervé Pozzo. Vive les beaux jours, mais pas pour tout le monde. Romain Jouffroy fait partie de ceux qui redoutent l'arrivée du printemps. Car bientôt, quand les pollens seront à leur apogée, flâner sous les arbres en fleurs deviendra pour lui un cauchemar. Comme un Français sur 4, il est allergique. Une crise d'allergie, c'est par exemple une quinte d'éternuement incessant, très puissant, le nez qui coule à flot, les yeux qui démangent terriblement. Et parmi les plus agressifs, aulnes, noisetiers et bouleaux qui arrivent en force cette semaine sur toute la France, en commençant par le sud-est où sévit le cyprès. Des pollens que cet allergologue teste sur le bras de ses patients. Quelques gouttes suffisent pour identifier l'ennemi des bronches. Le bouleau est très positif, le charme est discret, le noisetier est négatif. Et c'est là qu'on découvre que l'on peut, à n'importe quel âge, devenir allergique. J'étais étonnée, c'est pour ça que j'ai mis du temps à réagir. Parce que je n'étais pas allergique, personne n'était allergique autour de moi. Donc je ne pensais pas que c'était ça. Et que je pouvais être malade brutalement, d'un coup, à 40 ans. Et ce rhume des foins, devenu la maladie des villes, frappe même parfois à un âge avancé. Docteur, j'ai 75 ans, on m'avait jamais dit ça. Parce que, par ailleurs, c'était quelqu'un qui fumait, alors on lui disait, c'est vos bronches parce que vous fumez, ou bien chacun a un petit peu sa bonne raison d'avoir des problèmes respiratoires, mais on ne pense pas forcément à l'allergie à tous les âges de la vie. Une allergie qui peut évoluer vers l'asthme. Aussi, les médecins conseillent-ils de ne pas laisser la maladie s'installer et de tenter une désensibilisation sur plusieurs années.
De la danse maintenant, du grand ballet et dans la plus pure tradition classique avec la 3e symphonie de Mahler, chorégraphie signée John Neumeyer à l'Opéra de Paris. Abdel Mostefa et Didier Dahan ont assisté aux répétitions. L'Opéra Bastille pour décor. Gustave Mahler pour la musique. 60 danseurs, 50 choristes, 96 musiciens, un chorégraphe américain. Mais c'est Hollywood. C'est une grosse méga production. Ça génère sur le plateau une énergie qui est assez particulière et vraiment très agréable. Une armée d'artistes pour une super production. Mais quel en est le scénario au juste? Apparemment, on y parle de guerre, mais pas seulement. Cette danseuse étoile qui s'envole si souvent dans les airs, qu'est-ce que ça signifie? C'est une danse, je dirais pas acrobatique, mais aérienne, voilà. Je suis censée être un ange, donc légère. Un ange, des guerriers, peu d'indices. À vrai dire, celui qui a imaginé ce ballet espère que le spectateur se laissera porter en voyant dans cette chorégraphie ce que vous avez envie d'y voir. 6 mouvements dans cette symphonie. Autant de tableaux dansés différents. Un homme les traverse entre bonheur et malheur. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle 2 des principaux titres. 3 200 000 € en guise de prime de départ. Le parachute doré du patron de Valeo provoque un nouveau tollé sur la rémunération des dirigeants. Le gouvernement et le MEDEF lui demandent d'y renoncer. Ce sujet a été abordé par Nicolas Sarkozy dans un grand discours politique en Picardie ce soir. Il souhaite éviter une loi. Il annonce par ailleurs de nouvelles mesures pour les jeunes et les transports publics en Ile-de-France. Première réaction, le Parti socialiste déplore à l'instant le refus d'un plan de relance par le président de la République. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Tania Young avec des nouvelles encore en demi-teinte. 20h35, suite de votre série Contes et nouvelles du 19e siècle. Ce soir, la maison du chat qui pelote d'Honoré de Balzac. À 22h15, ne manquez pas un bon anniversaire à Christophe Ondelat. Faites entrer l'accusé, faites sa 100e avec l'affaire Fourniret. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.